Si. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette dernière session, mais qui n'en est pas moins importante puisqu'elle concerne le développement durable et même le rôle de la francophonie à la veille de la conférence de Paris sur le climat. Alors c'est vrai qu'au premier regard, on pourrait penser qu'il n'y a aucune relation entre le climat, l'économie verte et la francophonie, mais si on regarde les chiffres, eh bien on réalise au contraire qu'il y a un lien évident, et je cite les chiffres du rapport Attali, la francophonie c'est 6% de l'espace géopolitique par sa population, c'est 16% du PIB mondial, avec un taux de croissance moyen de 7%, et la population francophone devrait tripler d'ici 2050, avec ses besoins en infrastructure, ses besoins en technologie qui devraient encore accélérer la croissance. Donc pour moi, les questions paraissent évidentes. Comment la francophonie pourrait-elle soutenir une croissance durable? Est-ce que c'est nécessaire? Quel type d'investissement les francophones peuvent-ils faire et avec quels moyens? Enfin, quel rôle politique la francophonie doit-elle jouer à la veille de la COP 21? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'appeler à venir me rejoindre 4 personnalités. El Hadi Chaïbanou, il est directeur général du groupement professionnel des banques du Maroc. Michel Saban, présidente du R20 et conseillère régionale d'Île-de-France. Moussa Madoussek, il est directeur projet et programme de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, l'ANER. Et enfin Tierno Bokar Tal, PDG de la SABER, la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables. Il nous manque Moussa Madoussek. Bon, il viendra peut-être plus tard. Alors, Tierno Bokar Tal, je voulais commencer par vous. Vous dirigez la SABER, une organisation dédiée à la promotion et au développement des énergies renouvelables. Alors la SABER est basée à Lomé, au Togo. Alors vous êtes sénégalais, mais probablement le plus togolais des Sénégalais, si je comprends bien. Les actionnaires de la SABER, ce sont 15 États, dont 14 en Afrique de l'Ouest et 6 institutions financières. Vous avez mis en place un fonds d'investissement de 200 millions de dollars. Alors en quoi les énergies renouvelables est-il un secteur d'avenir pour vous, et notamment dans les pays francophones ? Voilà, je vous remercie Stéphanie et je salue aussi le panel. C'est juste pour dire que vous avez bien résumé la SABER qui a donc été créée en 2009 et qui a démarré en 2010. Donc 5 ans après, nous venons de clôturer un fonds qu'on appelle le Fonds africain des énergies renouvelables, dédié tout simplement au financement des investissements dans les énergies renouvelables, éolien, géothermie, le vent, le soleil, tout ça. Donc toutes ces ressources qui sont possibles de créer de l'énergie. Et là, nous l'avons fait avec la BAD, en partenariat avec la Banque africaine de développement. Voilà, et toutes les institutions telles que la Banque européenne d'investissement et les institutions africaines. Et quels sont vos investissements phares, justement? Vous parliez de l'éolien, du solaire. Sur quoi misez-vous? C'est dommage que nous n'avons pas, pour le moment, démarré par les pays francophones. On a démarré par des pays anglophones. Aujourd'hui, on a fait 500... On est en train de faire 500 mégawatts de géothermie en Éthiopie. On a fait toute l'hydroélectricité en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya. Et le fonds, pour le moment, est basé au Kenya. Mais nous sommes en train d'ouvrir maintenant un bureau en Afrique de l'Ouest. Et ce bureau en Afrique de l'Ouest sera axé sur les pays francophones de l'UEMOA. Et dans ces pays francophones de l'UEMOA, aujourd'hui, nous sommes en train de développer un autre fonds qu'on appelle la FRAED, la Facilité régionale d'accès à l'énergie durable, qui permettrait, d'ici les 2 ou 3 ans, à faire 200 mégawatts de centrales d'énergie renouvelable. Et pourquoi les pays francophones sont-ils à la traîne? Oui, ils sont à la FRAED parce que c'est l'UEMOA. La commission de l'UEMOA, c'est les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest. Et la SABER, c'est le partenaire stratégique de l'UEMOA. Donc nous sommes en train de développer un véritable partenariat public-privé, où l'argent du public à 1 franc devrait servir de lever environ 5 à 10 francs CFA du secteur privé. Parce que c'est seul avec les ressources privées que nous pourrons demain passer à notre indépendance énergétique. Nous savons parce que les ressources publiques sont extrêmement limitées. Alors comment 1 franc du secteur public peut permettre de lever environ 10 à 5? Donc effet levier.
Donc nous avons créé une facilité aujourd'hui qui sera lancée avant la COP 21. Et cette facilité, nous avons déjà dégagé une partie de l'argent et ça permet tout de suite de faire 200 MW au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pays francophone, entièrement financé avec le secteur privé. Mais nous donnons 2 composantes pour permettre cela. La première, c'est d'assurer un rendement attractif, au moins 15%. Tout investissement dans le secteur recevra au moins 15% de retour. La deuxième composante, c'est de donner une garantie. On a une garantie des PPA qu'on appelle les conventions de vente d'électricité. Nous donnons donc cette garantie. Si vous avez ces 2 effets, la mobilisation de ressources sur le plan international devient facile. Parce que vous avez créé un cadre, qui est un cadre sécurisé, qui permet déjà donc, de promouvoir les investissements privés. Cette fois-ci, dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, donc les 8 pays. Et dans tous les secteurs de l'énergie renouvelable. Pour le moment, on fait du solaire, parce que le solaire est inépuisable. Nous avons une intensité extrêmement importante en Afrique qui permet d'avoir aujourd'hui un rendement assez correct en termes de solaire. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que le prix du solaire a baissé de 40% depuis 5 ans. Et la productivité a augmenté. Donc aujourd'hui, on est en train de nous tendre vers un équilibre entre le kilowatt des ressources conventionnelles et le kilowatt du solaire. On est en train de tendre vers ça. Donc ça devient extrêmement compétitif et ça le sera plus davantage dans les 2 ou 3, 4 années à venir. Le solaire devient compétitif. Voilà, c'est ça. Elle a dit, Chaïbanou, alors vous êtes directeur général du groupement professionnel des banques du Maroc. Alors on sait que le Maroc fait des efforts en matière de développement durable et on sait que le financement, on en parlait à l'instant justement sur l'effet de levier, le financement reste le problème numéro 1. Est-ce que les projets de développement durable vous intéressent en tant que financier, en tant que banquier du PNL ? Merci. Je suis ici en tant que groupement des banques du Maroc, mais également en tant qu'union bancaire francophone, créée en 2012 à Marrakech, en marge de notre première rencontre sur les TPME. Puis 2 ans après, nous étions à Bruxelles sur l'éducation financière. Nous avons aussi eu à Bruxelles une 2e fois un atelier sur l'éducation financière en direction des TPME. Nous préparons à Beyrouth l'année prochaine une rencontre sur la sécurité. Vous allez me dire pourquoi vous me dites tout ça. Mais tout cela est lié à l'environnement, parce que l'Union bancaire francophone, dont le Maroc est membre fondateur, réunit 22 associations bancaires. Les gens ne le connaissent pas et nous travaillons sur le terrain. Et nous sommes, parmi les thèmes que nous traitons aujourd'hui, c'est la préparation à la COP 21. Et donc, chaque pays est sensibilisé à travers ces associations bancaires professionnelles sur la COP 21, sur l'environnement. Vous allez me dire, vous avez parlé de financement. Quel type de projet vous intéresse ? Vous avez parlé de financement. Je crois qu'il y a des idées reçues. Les banques ne font pas que le financement. D'abord, nous avons été surpris en tant que banquiers francophones, Canada, Europe, Moyen-Orient, même des pays qui ne parlent pas la langue française, Libye, Qatar, Bahreïn, Jordanie sont avec nous. L'Afrique, bien entendu, y compris le Maghreb, nous sommes africains. Nous tous, nous sommes ensemble réunis pour justement cette COP21, mais pour le développement durable de manière générale. Et on se trompe quand on dit uniquement il y a le financement. D'abord, nous avons été surpris, je disais, de ce que ont fait les banques. Les banques, depuis tout temps, ont accompagné l'environnement. D'abord, à leur niveau, en tant qu'entreprise, respectueuse des critères de l'économie verte, à l'intérieur de l'entreprise. 2, en tant qu'employeurs vis-à-vis de leurs salariés, mais également en tant que financiers vis-à-vis de leurs fournisseurs. Vous savez, pourrait faire plus, on va dire. J'arrive. Pour aujourd'hui, dans pratiquement toutes les banques, dans l'étude des risques, il y a une variante. L'étude de projet, le modèle économique, etc. Mais il y a, est-ce que vous respectez l'environnement ? Enfin, il y a le financement, bien entendu. Et là, il y a aussi 2 volets. D'abord, il y a des banques dans le monde entier, mais surtout dans la sphère
francophones. Au Maroc, dans mon pays, il y a des banques qui financent directement, dans le cadre de leur responsabilité sociale, des projets, bénévolement, bien sûr, bénévolement, en tant qu'entreprise citoyenne, des projets de respectant l'environnement. Mais également, elles financent des entreprises qui agissent dans l'environnement. Nous allons développer tout ça au niveau de la COP 21, mais le message que je voudrais passer à ce niveau, c'est qu'il ne faut pas qu'on vende un leurre ou un rêve aux gens. Nous sommes tous solidaires. Donc, au niveau de la protection de l'environnement, développement durable et responsabilité sociale de manière générale, mais le mécénat a ses limites. Il faudrait qu'on passe le message concret. C'est qu'il y a des opportunités dans les crises, il y a des opportunités dans les risques de l'environnement, et des opportunités d'affaires, d'investissement pour les jeunes, les moins jeunes, les TPME, les toutes petites et moyennes entreprises. Mais il faut des projets viables. Alors justement, quel type de projet êtes-vous prêt Mais tout ce à accompagner dans la richesse de cette journée, je félicite les organisateurs, notre compatriote marocain, M. Attias, président Attias, et avec son associé pour cet événement. Le point, je crois que c'est une réussite. En une journée, il y avait une agréable pression sur nous, justement, qui devait prendre la relève. Qui est très importante. Et nous sommes, vous-même et nous-mêmes, sommes sous pression puisque nous sommes les derniers à intervenir. Soit les gens sont désintéressés ou fatigués, ou parce que nous sommes épuisés. Mais moi, je positive sur tout ce qui a été dit et je dirais qu'il faudrait qu'il y ait des projets viables. Et je crois qu'il y a des opportunités partout dans le monde. Donc ils ne sont pas suffisants, ces projets viables? Non, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on vende un leurre. S'il n'y a pas des projets viables pour être financés en matière de développement durable de manière générale, de protection de l'environnement spécialement, au niveau de la COP 21 pour être... La COP 21, c'est la conférence des parties. La conférence de Paris sur le climat. Non, c'est la conférence des parties à la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques, dite COP 21. Le Maroc aussi sera honoré pour la COP 22 organisée l'année prochaine à Marrakech. Donc, pour dire que les banques sont là. Mais deux choses. Premièrement, c'est que nous avons une vision très optimiste avec tous les risques qu'il y a des changements climatiques. Nous restons optimistes. Optimiste pourquoi? Parce qu'il y a de la technologie, parce qu'il y a cette solidarité, il y a ce rassemblement autour de la francophonie. Il y avait une question dans les papiers, qu'est-ce que la francophonie peut faire pour la COP 21? On va y revenir. Mais c'est que nous pouvons faire pour la francophonie. La francophonie est un véhicule, ce n'est pas une fin en soi, mais elle nous réunit et nous rassemble comme c'était dit ce matin. Deux, il faut agir dans le concret. Parce que je crois que nous avons jusqu'à maintenant vendu tous, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons ou d'autres, des messages, des slogans. Mais normalement, aujourd'hui, notre jeunesse, notre population, qu'il faut associer la société civile, et moi je parle de l'exemple, je m'excuse, du Maroc, pour la COP 21, nous avons une commission publique-privée où nous sommes, et nous travaillons là-dessus pour justement réussir cette COP 21 avec des engagements. Je dirais aussi que le Maroc est parmi le premier pays qui a déclaré ses engagements en juin dernier, engagements chiffrés sur le budget de l'État pour 13%. Pour le reste, on espère avoir justement ce fonds vert qui pourrait... Alors que le Maroc n'émet que 0,16% de gaz à effet de serre. L'Afrique, bien entendu, nous sommes africains. Quand je parle, m'excusez-moi, je parle du cœur, mais nous sommes tous des Africains. Et donc, ce qui vaut pour le Maroc, vaut pour nos amis africains. Ce matin, des amis sénégalais ont parlé de pont. Je crois que le Maroc aussi, c'est un pont. C'est un pont qui est aussi riche par la confiance partagée entre ses membres, avec nos amis africains, mais également avec le Nord. Et notre présence ici, aujourd'hui, le prouve. Et nous allons, je crois que vous allez être à la COP21 à Paris, à partir du 30 novembre, et nous vous réservons des surprises au niveau donc, de l'Union bancaire francophone
et des autres pays africains. L'Union bancaire francophone. On va y revenir justement à cette Union bancaire francophone. Michel Saban, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et présidente du R20, qui est une organisation fondée par l'acteur américain et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, très engagé pour la planète. Le R20 vise à promouvoir donc, des projets de développement durable au niveau de la région. Alors en quoi, Michel Saban, les régions francophones pourraient-elles faire avancer des projets de développement durable ? Tout d'abord, merci. Je remercie les organisateurs à mon tour et je trouve que nous avons beaucoup entendu toute la journée. Nous avons entendu beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup observé. J'ai vu combien on comptait énormément sur les acteurs locaux et territoriaux, les femmes, les jeunes. Et je crois qu'au-delà des dires, il faudrait faire. Et c'est un peu le message que vous venez de passer tous les deux pour cette conclusion. Et quand le gouverneur Arnold Schwarzenegger, parce que bien sûr l'acteur c'est quelque chose, mais le gouverneur de Californie a lancé son action tank, qui est le R20, il l'a fait en faisant confiance à la France. Parce qu'il a compris que la France était un vecteur important et principal. Et il a compris aussi que les pays et les régions francophones pouvaient mener ce combat, cette lutte dans la croisade verte. Parce que pour lui, il en faisait un point d'appui fort. Et notamment l'Afrique du XXIe siècle, il considère que c'est l'enjeu majeur pour l'humanité, d'autant que, quand on voit les chiffres que nous avons entendus ce matin, qui ont été égrenés, il est urgent d'agir. Mais je dirais même, je ne veux pas le dire en affolant qui que ce soit, il est trop tard. Il faut que nous soyons les uns et les autres dans l'action. Et moi, j'ai entendu ce que Anne Hidalgo propose, notamment en tant que représentante des villes. Je crois qu'elle ne l'a pas évoqué comme ça ce matin, mais le fait de mutualiser les marchés publics entre les villes d'Europe, justement sur la question des transports, sur la question des gros moyens, je trouve que c'est de bonnes idées pour pouvoir justement permettre les bonnes pratiques entre les uns et les autres. Sur les jeunes, je crois que l'opération que nous menons à Oran, en Algérie, à la wilaya d'Oran, où nous réalisons une usine de retraitement de déchets. Mais il ne suffit pas de construire une usine de retraitement de déchets. Nous formons la population en même temps. Et au moment où je vous parle, c'est 80 000 personnes de la ville d'Oran qui sont formées au tri sélectif. Ça veut dire que lorsque cette usine se mettra en route, la population sera formée à cette question. Mais par ailleurs, pour les jeunes, et je crois que ça peut être un exemple. Et quand ça marche quelque part, je considère que ça doit marcher ailleurs. C'est qu'en réalisant cette usine, nous formons des jeunes sortis du système scolaire, qui n'ont aucun avenir professionnel, qui n'ont aucune ressource pour pouvoir rebondir sur quelque chose, à part ce que l'on peut voir dans nos banlieues, ou même ailleurs, ou même dans vos banlieues. C'est que nous les formons pour travailler dans cette usine. Et c'est aujourd'hui 100 jeunes, garçons et filles, parce que nous traitons de la parité également, mais pas de la parité, je dirais, simplement pour en faire un gadget, mais parce qu'il est utile aussi d'avoir une égalité entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Nous les formons pour travailler dans cette usine. Et donc, dès l'inauguration, d'ailleurs, pendant la CDP, parce que je veux rester francophone jusqu'au bout, puisque c'est la COP 21 annoncée par la ministre, non, c'est la CDP, puisque c'est la conférence des partis. Nous délivrerons à ces jeunes des diplômes. Ils auront enfin quelque chose pour sortir de tout ça. Donc je crois que les régions, et notamment les régions francophones, par leurs bonnes pratiques, peuvent apporter des solutions. Et c'est Laurent Fabius qui le disait ce matin, Paris et la COP, la CDP de l'agenda des solutions, je pense que le Maroc sera la COP des solutions. Ça veut dire que tout ce qui aura fonctionné et tout ce que nous pourrons mettre en place et en pratique, il faudra en faire le bilan au Maroc. Donc c'est pour ça que je disais que le rôle des régions, ça va au-delà de la... Vous avez un autre exemple que celui d'Oran, justement, en termes de réussite sur les régions francophones. Nous venons de signer avec le Mali, la région de Kita, au Mali, une usine d'électricité de 50 mégawatts. Ça s'est passé mercredi en présence du président de la République. Nous avons réalisé avec Akio Énergie cette formidable réalisation parce que Jean-Louis Borloo, qui est chargé d'une grande mission et d'une grande réalisation, nous sommes à ses côtés là-dessus. Je crois que c'est par l'action que les choses avancent. Et la dernière action, et là
je souhaite porter ma signature femme, c'est que nous mettons en place un fonds vert pour les femmes. Le Maroc est déjà adhérent, puisque la ministre marocaine de l'Environnement y a adhéré. Le Gabon, grâce à Quel sera l'objectif de ce fonds vert pour les femmes? C'est de financer des projets proposés par des femmes, avec un support économie verte, avec tout ce qui concerne le bas carbone. Et lors de la COP, nous lancerons ce fonds vert. Je serai en Chine la semaine prochaine pour annoncer que les femmes chinoises ont décidé de lancer elles aussi leur fonds vert derrière nous, à nos côtés, parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, le rôle des villes et des régions est irréversible. Les gouvernements, bien sûr, ont leur rôle à jouer, et c'est normal, mais ils ont compris, et je me félicite que la France l'ait compris de cette façon lors de sa grande COP21, c'est que de mettre au cœur de l'agenda des solutions les villes et les régions. Parce que c'est nous qui faisons, c'est nous qui proposons, et c'est nous qui réalisons. Et je crois que vis-à-vis de nos concitoyens, nous sommes au plus près, au plus proche d'eux. Tierno Bocartal, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michel Saban? Finalement, il faut développer ces partenariats publics-privés avec les villes, avec les régions. Vous parliez plutôt d'une participation privée au sein de vos projets. Oui, tout à fait d'accord. Est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est très réaliste. Nous avons un accord d'ailleurs entre R20 et la SABER. Donc, nous soutenons cette institution dans toutes ses actions. Je crois que l'approche participative par la base est quelque chose de très important. Mais ce que notre ami du Maroc vient de dire aussi est très important. On va créer des fonds, on va créer des trucs. L'argent existe. Le problème, c'est d'avoir de bons projets, de bien les formuler. Le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, d'ailleurs, parce que j'ai eu 30 ans, plus de 30 ans d'expérience, c'est tout simplement de dire qu'il y en a de très bonnes idées. Mais le problème, c'est le développement de ces projets à la satisfaction des investisseurs de demain. Ces investisseurs peuvent être des banques, peuvent être des fonds d'investissement ou tout simplement d'autres institutions comme le Fonds vert qu'on devrait certainement créer pour les femmes. Mais il faut formuler ces projets-là. Je crois qu'il faut non seulement le faire, mais aussi faire le transfert de connaissances. Il ne sert à rien, chaque fois, d'importer des choses et de demander aux Africains, ou en tout cas à la base, de s'en approprier sans donner tous les éléments clés à cette base-là pour mieux rentabiliser et aussi pérenniser. Vous savez, le problème de ça, c'est bien de faire un projet, mais comment pérenniser ce projet-là? Alors vous croyez beaucoup en l'énergie marine? Ah oui. D'après ce que j'ai lu, vous pouvez nous en dire deux mots, parce que c'est assez intéressant. J'y crois d'ailleurs, j'y crois parce que j'ai fait une petite étude sur la côte du Sénégal, aussi bien à Dakar qu'à Saint-Louis, et j'ai vu qu'avec la houle motrice, Dakar, la ville de Dakar peut être une ville indépendante en énergie. Saint-Louis, la même chose, que ce soit Banjul, donc toute la côte. Et puis, c'est pas cher. C'est des trucs qui vont sortir entre 30 francs CFA, je ne sais pas. C'est très nouveau, en tout cas, on en parle peu. Oui, mais c'est très nouveau, mais ça existe, avec des systèmes d'éolien internes qu'on ne voit même pas, mais qui produisent de l'électricité. Avec 1 mégawatt, avec 2 millions d'euros, on peut connecter 1 mégawatt aujourd'hui d'énergie éolienne, donc motrice de l'eau, avec donc 2 millions de dollars. Vous voyez ce que ça peut donner. Donc je crois qu'on a tous ces potentiels-là. Maintenant, c'est l'approche, comment le faire. L'approche à la base, je suis tout à fait d'accord avec Hervé. Il faut que les gens se l'approprient, il faut que les populations soient impliquées, informées, et aussi un système de transfert de connaissances, un système de pérennisation et de gestion de ce que nous faisons pour que demain, qu'on ne dise pas encore que c'est des projets qui n'ont servi à rien du tout, parce qu'à un moment donné, ces projets ne marchent plus. Il faut les accompagner sur la durée, c'est tout de même le problème qui se pose. Aujourd'hui, j'ai fait un projet avec l'UEMOA, où on a fait 30 millions d'euros. On a eu l'accès à l'énergie à 6 millions de personnes. On a électrifié un village qui n'a jamais vu l'électricité. Et ce que nous avons fait, ce n'était pas tout simplement de leur dire, vous allez avoir 5 ampoules, mais nous avons posé les actes pour dire que vous devez être ambitieux. L'ambition, c'est de dire, le courant est là, voilà ce que vous pouvez utiliser demain pour pouvoir améliorer vos conditions de vie. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de dire que vous allez avoir la lumière, lire tout simplement. C'est que vous devez avoir la lumière pour que demain, vous puissiez faire exactement
ce que vous souhaiterez aller faire en ville. Vous aurez l'électricité, vous aurez la connexion, vous aurez la télévision, vous aurez tout ça avec l'électricité. Mais nous allons vous créer les bases pour que demain, vous-même, en créant les conditions d'acquisition pour le propre développement de votre installation. Voilà ce que nous avons fait. Et on a fait la pérennisation. Aujourd'hui, les villageois ont créé des fonds de pérennisation financés par eux-mêmes. Donc, en fait, la pauvreté dont on parle n'existe pas. Tout simplement, c'est de positionner la personne dans un contexte d'ambition et d'espoir. Là, en ce moment, tout le reste va découler en termes d'opportunités et de trucs. Donc là, c'est juste l'apport que je voulais. Alors justement, les opportunités, El Hadi Chaïbanou, vous nous avez parlé de l'union bancaire francophone. Alors dans quelle mesure cette union bancaire francophone pourrait justement participer au développement durable dans les pays francophones? Si vous permettez, voilà, ça marche. Si vous permettez, donc je m'inscris bien entendu dans le même sens. Je ne me permets pas de prendre la parole pour parler de toute l'expérience du Maroc dans ce domaine, avec une stratégie claire et une vision sur le long terme, avec des moyens concrets. Je ne voulais pas parler ni de l'initiative nationale pour le développement humain, qui est de proximité avec la population, initiée par Sa Majesté le Roi. Je ne voulais pas parler de l'expérience marocaine en matière du solaire, pratiquement une expérience pionnière dans ce domaine. Je ne voudrais pas parler des infrastructures. Je ne voudrais pas parler de tout ce qui est aide et soutien aux populations démunies. Tout un programme avec visibilité, vision, budget, ressources humaines, ressources techniques et vous êtes très financières. optimiste, hein, en tout cas. Non, ça c'est le. Moi, je ne suis pas en train de parler de l'avenir. Je parle du présent, ce que nous faisons aujourd'hui. Je parle du concret. Et donc là, je voudrais pas abuser donc du temps de l'assistance. Je veux parler de la COP 21 au niveau de l'Union bancaire francophone. Voilà, la COP 21, Voilà. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce qu'effectivement les pays francophones pourraient parler d'une voix? Et puis, est-ce que l'Union bancaire francophone pourrait soutenir des projets de développement durable? Déjà, nous avons créé une commission, un comité sur la COP 21. Nous sommes en train de travailler dessus. Nous ferons part au niveau de la COP 21 de nos conclusions. Mais déjà, nous pouvons dire qu'il y a une synergie, une solidarité, un échange qui nous a permis de mettre la main sur des réalisations qu'on ne soupçonnait pas au niveau des pays francophones, d'Afrique, comme j'ai dit, d'Europe et d'autres. Donc déjà, ce partage entre nous a permis donc, de réveiller ou d'encourager ou de relancer un certain nombre de projets. Ce partage nous a permis aussi de sensibiliser les entreprises et les citoyens. Et là, vous avez parlé de sensibilisation des citoyens. Je crois que la communication, en termes au niveau de la COP 21, la communication pour le développement durable, pour la préservation. Je suis content, je viens de commencer à parler de l'Union bancaire francophone, Madame Michel Jean, et donc c'est très important. Je sais qu'elle a été créée en présence de votre prédécesseur, le président Abdo Diouf à Marrakech, et vous nous soutenez justement à ce niveau, donc ça me fait plaisir que vous arriviez au moins à la dernière phrase sur l'Union bancaire francophone pour la COP 21. Et j'espère qu'on aura l'occasion encore de vous revoir sur ces thèmes. Donc, je crois qu'il y a ce partage, cette solidarité, mais il y a des actions qui sont en train d'être préparées. Mais déjà, alors, lesquelles? Mais déjà, concret. Déjà, nous avons gagné. Je ne vais pas brûler donc le suspense au niveau de la COP 21 dans un mois. 2, je ne me permettrai pas de parler au nom des autres alors que nous sommes en train de nous concerter. Mais vous aurez de belles surprises au niveau de la somme de toutes les actions individuelles au niveau des pays francophones en termes de développement durable. Parce que le développement durable, c'est plus large même que les changements climatiques. 2, c'est que nous proposons de développer, comme nous avons fait pour l'éducation financière, une éducation climatique. Tout part du citoyen et revient aux citoyens. C'est très important. Dans les écoles? L'élément dans les écoles, de l'école comme quelqu'un a parlé ce matin, de 7 à 77 ans. Maintenant, je crois que l'espérance de vie est plus loin. Donc, je dis de 2 ans, parce que les bébés sont maintenant très vifs, donc ils sont très éveillés, donc de 2 ans à 100 ans, parce qu'on peut vivre longtemps. Vous voyez, mon optimisme est réaliste
où il me pousse. Et donc l'Union bancaire francophone travaille là-dessus et c'est une belle réalisation entre nous. Vous allez entendre parler de ça. Mais déjà, nous avons travaillé sur le concret. Madame la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, nous n'avons ni secrétaire général, ni élection, ni président. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le secrétariat à la FBF, la Fédération bancaire française, que nous remercions. Et nous nous réunissons, il y a un comité de pilotage, on dit on va commencer par des actions. Et j'en ai parlé, concrètes. Maroc. Et ça reste le suspense. Maroc, septembre, c'est pas le suspense, c'est qu'il y a des réalisations. Maroc, septembre 2012, comme j'ai dit tout à l'heure, accompagnement des TPME, 450 personnes. 2 ans après, éducation financière, dont sur le développement durable à Bruxelles. Après, la sécurité, mais le développement durable, c'est de la sécurité. Quand vous avez des gens qui sont éduqués sur l'environnement, quand vous avez des gens qui ont l'eau, l'électricité, et surtout s'il vient d'énergie renouvelable, quand vous avez des gens qui ont l'éducation, on en parlait ce matin, mais vous avez la paix, vous avez la sécurité, vous éviterez peut-être des exodes comme nous vivons pour des raisons autres. Finalement, en réalité, la véritable guerre, ce n'est pas la guerre que nous voyons ou les guerres que nous voyons maintenant avec des armes très sophistiquées, mais la véritable guerre, c'est celle de l'environnement. Et je me rappelle de notre... Et il faut gagner cette bataille. Et la guerre aussi de l'eau. C'est plus la guerre du pétrole, c'est la guerre de l'eau qui vient. Et donc je crois que c'est la guerre aussi de l'élément humain et donc du capital immatériel. Si vous excluez l'élément humain, donc ce capital immatériel de toutes nos actions, tout homme, même si vous aviez des banquiers optimistes qui peuvent financer, ça ne servirait à rien. Michel Saban, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la COP21? Est-ce que, effectivement, les régions francophones pourraient parler d'une seule voix? Elles ont déjà commencé. Elles ont déjà commencé parce qu'elles travaillent déjà ensemble sur des sujets majeurs. Et on vient d'entendre des exemples. Et tout au long de la journée, je crois qu'elles ont pris conscience aussi, comme tant d'autres, qu'il y avait une urgence. Pas tant une urgence pour la planète, mais pour l'humain lui-même. Parce que la planète, elle se remettra. Si elle devait s'éteindre, ça lui est déjà arrivé 5 fois. Mais je crois que c'est l'humain qui est en jeu aujourd'hui. Et quand on a entendu ce que nous avons entendu ce matin sur les jeunes, la façon dont cette bombe à retardement que sont les jeunes complètement désœuvrés un peu partout dans le monde, je crois c'est ça aussi que nous devons apporter à la COP21. Il ne suffit pas d'attendre tout de la COP21. Il suffit aussi de pouvoir proposer des choses. Et je reviens un instant sur l'agenda des solutions, mais c'est ce qui va faire, je pense, la COP21. Et moi, au-delà de la confiance que j'ai et de l'optimisme, c'est vrai, c'est par les actions que nous menons sur le terrain. Quand je vois, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure sur le solaire, l'un et l'autre, nous avons proposé, livré, dans une des régions du Mali, 300 fours solaires. Et on nous a dit, mais c'est bien, mais il va falloir leur apprendre à s'en servir. Il ne suffit pas de donner des choses, il faut accompagner. Et c'est pour ça qu'au cœur de tout ce concept, il y a l'éducation et la formation. Si nous n'accompagnons pas nos projets avec de l'éducation et de la formation, ça ne sera pas pérenne et on repartira à zéro très très vite. Moi, j'ai confiance en nous tous, bien sûr, les responsables politiques, les chefs d'entreprise, les experts. Mais je crois que le citoyen, la citoyenne, ce jeune qui a envie, parce que vous parliez de 7 mois à 77 ans ou à 100 ans, je ne sais plus, mais a besoin qu'on prenne des bonnes décisions. Et les bonnes décisions que nous pouvons prendre, c'est maintenant qu'il faut les prendre, mais surtout les appliquer. Il ne suffit pas de dire, il va falloir faire. Et moi, je crois que c'est tous ensemble. Donc les régions francophones, au-delà d'être entre nous, nous sommes une belle communauté, il faut qu'on aille se vendre ailleurs. Et quand nous sommes un peu partout, les unes et les autres, les uns et les autres, dans nos différentes réunions, c'est d'apporter ce plus. Et je crois que Madame la ministre, tout à l'heure, a parlé de fierté et de force. Oui, c'est une fierté, la francophonie, oui, c'est une force. Et je crois que cette force, il faut la démultiplier, mais pas en faisant une secte, bien au contraire, en resplendissant un peu partout et en épanouissant la francophonie un peu partout. Tino Bokartal, qu'attendez-vous de la COP21 et vous aurez le mot de la fin. Oui, merci bien. Moi, je souhaiterais que ça soit pour le Maroc une transition, pour que ça soit une conférence de l'espoir. Et je souhaiterais aussi que l'espace francophone soit un espace d'espoir. Parce que c'est seulement avec ça qu'on a envie de vivre.
et de gagner. Madame, heureusement, vous êtes en face de moi. J'ai eu la chance de vous le transmettre donc ce message, qui est un message de faire de la francophonie donc un espace d'espoir. Et je crois pour nous, ce que nous attendons de l'Afrique concernant la COP21, c'est que financièrement, qu'on ait la COP21 pour l'Afrique réussira que si on donne la possibilité d'une mobilisation très forte des ressources. Ces ressources doivent être mobilisées à travers, avec un système de gouvernance clair, à financer dans des projets précis, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes. Et pour cela, moi j'ai une proposition à faire. La proposition de dire, que ce soit l'espace francophone, comme vous êtes là, madame, c'est de dire comment l'élément carbone, qui est un élément qu'on ne doit pas oublier, le crédit carbone, c'est un mécanisme créé. Il faut que ce soit un élément de l'aide publique au développement. Je crois que le carbone doit être dans un espace comme l'espace francophone, fixé, donné à un prix fixe et rémunérateur. Ça permet déjà de pouvoir nous-mêmes, en disant si nous faisons un effort interne, en créant nos propres projets, on peut avoir, à travers les crédits carbone sur un marché public donné à un prix rémunérateur, d'avoir au moins une partie du financement. Il faut que l'Afrique cède elle-même, l'Afrique finance elle-même. Et dans ces conditions, c'est en disant que nous avons fait un effort dans tout ce qui est émission de gaz à effet de serre, qui devient de nous-mêmes, que nous aurons la capacité de dégager les ressources internes pour attirer l'extérieur. Donc moi, je crois que c'est quelque chose que je voudrais lancer. C'est d'abord de créer les ressources, de nous donner les ressources pour aussi réussir notre transition énergétique. Ici, c'est à réussir, c'est l'Europe, c'est le monde entier qui réussit. Parce que l'Afrique, demain, c'est la dernière frontière. C'est quelque chose qu'il faut tenir comme un continent d'opportunités qui permettrait de drainer toute la croissance mondiale. Et je crois qu'en aidant l'Afrique, on cède elle-même. Donc les autres continents vont céder. Et le deuxième point, c'est de faire du crédit carbone un élément d'aide publique en fixant le tarif. Voilà le message que je voudrais lancer au nom de la COP21 pour être dans la lignée de mon ami marocain du concret. Je crois qu'on a assez parlé, passons à l'action, les jeunes sont là, l'attente est forte, on a les moyens d'y arriver et allons-y, je vous remercie. Voilà, un message d'espoir, des ressources, voilà. Un crédit carbone pour le développement. Merci à tous les trois, merci à vous. Et j'appelle Richard Attias qui va conclure cette journée, riche journée.